Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, suite à la sollicitation de plusieurs personnes, on va terminer ce chapitre sur les structures de données non linéaires, à savoir les graphes. Donc, je vous donne rendez-vous à tout de suite. Donc, on va commencer ce chapitre par un très court historique sur la naissance de la théorie des graphes. L'histoire commence peut-être par les travaux du scientifique suisse Euler au XVIIIe siècle. Cette histoire trouve son origine dans l'étude de certains problèmes célèbres, tels que celui des 7 pans de la ville de Königsberg, une ville en Russie, appelée actuellement Leningrad, où les habitants se demandaient s'il était possible, en partant d'un quartier quelconque de la ville, de traverser les 7 ponts sans passer 2 fois par le même et de revenir à leur point d'origine. Donc Euler a essayé de modéliser ce problème en représentant les quartiers par des sommets et les ponts par des arêtes ou bien des arcs. Et c'est ainsi que la théorie des graphes a peut-être vu le jour. Un autre problème célèbre est celui de la marche du cavalier sur un échiquier dans un jeu d'échecs, et le problème également de coloriage d'une carte géographique et le nombre minimum de couleurs à choisir, ou bien le nombre minimum de couleurs nécessaires pour colorier une carte géographique, ce nombre appelé nombre chromatique. Et enfin, il y a le problème du calcul du plus court chemin entre deux points géographiquement espacés, et bien d'autres problèmes. La théorie des graphes s'est alors développée dans diverses disciplines, telles que la chimie, la biologie, les sciences sociales, l'informatique bien sûr, la physique quantique, etc. Depuis le XXe siècle, cette branche constitue une matière à part des mathématiques, et il faut noter que les derniers travaux en théorie des graphes sont souvent effectués par des informaticiens, du fait de l'importance que revêt l'aspect algorithmique dans leur domaine. Sur la figure 1, on présente un exemple de graphe non orienté composé d'un ensemble de points numérotés de 1 jusqu'à 8, appelés sommets, et entre chaque deux sommets, on peut avoir une ligne, une liaison, une relation appelée arête. Ce qui veut dire qu'on peut définir un graphe non orienté comme un couple XE où X est un ensemble appelé ensemble de sommets et E est un ensemble des parties à deux éléments de X appelé ensemble des arêtes. Selon le contexte, on peut autoriser les boucles, c'est-à-dire les arêtes de même extrémité, et les arêtes multiples, c'est-à-dire le fait d'avoir deux arêtes ou plus entre les mêmes deux sommets. Donc l'arête XY reliant le sommet X et le sommet Y est souvent noté XY. Donc comme on vient de dire, la figure 1 présente un exemple de graphe non orienté qui ne contient aucune boucle et aucune arête multiple. Entre chaque deux sommets, soit on a une seule arête, soit on n'a rien. Sur la figure 2, vous pouvez trouver un exemple de graphe non orienté toujours, où il y a une boucle sur le nœud numéro 0. Donc l'ensemble X des sommets, il est constitué des sommets 0, 1, 2, 3 et 4, donc 5 sommets. L'ensemble des arêtes est constitué de l'arête reliant 0 à 1, l'arête reliant 0 à 2, l'arête reliant 0 à 3, l'arête reliant 2 à 3 et l'arête reliant 2 à 4. Et bien sûr l'arête reliant le sommet 0 à lui-même.
Donc il s'agit d'une boucle. En parallèle, on peut définir la notion de graphe orienté. Donc un graphe orienté est la donnée d'un ensemble V appelé toujours ensemble de sommets et d'un ensemble A appelé ensemble d'arcs. Donc dans les graphes non orientés, on parle de sommet et on parle d'arête. Dans les graphes orientés, on parle de sommet et d'arc. Sur la figure 3, vous avez un exemple de graphe orienté. Donc de 1 à 2, il y a un arc. De 1 à 3, il y a un arc. De 2 à 3, il n'y a pas d'arc. Il y a un arc de 3 à 2. Il y a une différence entre le sens 2-3 et le sens 3-2. On parle de graphe orienté. Si x, par exemple, si x et y sont des sommets, les couples xy et yx peuvent être des arcs du graphe G. Dans ce cas, ils sont notés xy et yx. Un autre exemple de graphe qu'on va souvent traiter, c'est la notion de graphe pondéré. Donc un graphe est pondéré lorsque les arêtes, ou bien les arcs dans le cas d'un graphe orienté, ils portent un poids, une valeur réelle généralement. Dans l'exemple, vous avez un exemple de graphe non orienté constitué des sommets de A jusqu'à G, ce qui veut dire qu'il y en a 7, et constitué d'un ensemble d'arêtes entre ces sommets. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que chaque arête, il porte une valeur entière, positive, appelée le poids de l'arête. On appelle ça un graphe pondéré. Selon le contexte, cette information de poids, il peut s'agir il peut représenter une distance si les sommets sont par exemple des emplacements géographiques, comme il peut représenter d'autres informations. La notion de chaîne et la notion de cycle dans le cas d'un graphe non orienté. Donc une arête x, y, z est dite chaîne si chaque paire x, y, y, z, etc. est une arête. Et elle est dite un cycle si le premier et le dernier sommet sont identiques. Donc si on revient à l'exemple de la figure 4, on peut remarquer que la suite A, C, F, E est une chaîne, car AC est une arête, CF est une arête, FE est une arête. La chaîne AFGDB également. Par contre, la chaîne AFCEG ou la suite AFCEG n'est pas une chaîne parce que l'arête EG n'existe pas. La chaîne ABECFA ou la liste ABECFA est une chaîne. A, B, E, C, F, FA sont toutes des arêtes dans ce graphe. Et le premier sommet et le dernier sommet de cette chaîne sont identiques. Donc il s'agit bien d'un cycle. En parallèle, dans le cas d'un graphe orienté, on parle de chemin et de circuit. Donc une suite x, y, z est dite chemin si chaque paire x, y, z, etc. est un arc. Un chemin est dit circuit si le premier et le dernier
sommets sont identiques. Donc, en résumé, on peut dire qu'on parle de chaîne dans le cas d'un graphe non orienté et de chemin dans le cas d'un graphe orienté. Et on parle de cycle dans le cas d'un graphe non orienté et de circuit dans le cas d'un graphe orienté. Une boucle, on peut la définir comme un circuit d'un seul arc. Donc vous avez un exemple sur la figure 5 de graphe orienté dans lequel la liste A, B, E, F, D par exemple est un chemin. Dans ce graphe, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de boucle. Une notion très importante également, c'est la notion de l'ordre d'un graphe. Donc l'ordre d'un graphe, c'est quoi? C'est le nombre tout simplement, le nombre total de ses sommets. Par exemple, lors du graphe orienté précédent est 7. On voit très bien que le graphe est constitué de 7 sommets. La notion de sommet adjacent. Deux sommets sont adjacents lorsqu'ils sont reliés par une arête dans le cas d'un graphe non orienté, ou bien par un arc dans le cas d'un graphe orienté. Si on revient à l'exemple de la figure 5, les sommets A et B de la figure 5 sont adjacents, vu qu'il y a un arc qui mène de A jusqu'à B. Un sommet qui ne possède aucun sommet adjacent est appelé sommet isolé. Donc on va mettre en pratique ces notions, les notions qu'on vient de voir, à travers un exercice d'application. Donc l'exercice 1, A, B, C, D, E, F sont 6 poissons. Dans le tableau ci-dessous, une croix indique que les poissons ne peuvent pas cohabiter dans le même aquarium. Le travail demandé, on demande de représenter la situation par un schéma G, où chaque poisson est représenté par un point, et deux poissons qui ne peuvent pas cohabiter sont reliés par une arête ou bien un arc, selon ce qui est demandé. Il faut analyser ce qui est demandé pour voir est-ce qu'on va avoir un graphe orienté ou non orienté et pour dessiner le graphe. Donc essayez de le faire avec moi pour comparer vos résultats avec ce qu'on va obtenir. Pour pouvoir résoudre cet exercice, il faut analyser la relation entre les 6 poissons. Donc on va commencer par tout d'abord dessiner, représenter les poissons par des sommets nommés de A jusqu'à F, que vous pouvez mettre dans votre feuille, n'importe où vous voulez. Une chose à retenir, c'est que l'emplacement des sommets et la longueur des arêtes ou bien des arcs n'est pas très important. Donc vous pouvez, sur votre feuille, dessiner le graphe comme vous voulez. Voilà, on va commencer. On va représenter les poissons par 5 sommets, 6 sommets, pardon. On va représenter le graphe, bien les poissons, on va représenter les poissons par 6 sommets qu'on va dessiner dans notre plan. Donc sommet A, sommet B, sommet C, ainsi de suite. Maintenant, on va revenir à notre tableau. D'après le tableau, on voit très bien que
que A et B sont reliés par une croix. Ça veut dire que A et B ne peuvent pas cohabiter. Ça veut dire que A et B doivent être reliés par une arête ou bien un arc. Maintenant, on va décider est-ce qu'il s'agit d'un graphe orienté ou non orienté. On voit très bien que la relation qui existe entre le sommet A, le poisson A et le poisson B est la même que la relation qui existe entre B et A. C'est-à-dire que si A ne peut pas cohabiter avec B dans le même aquarium, l'inverse est correct également. B ne peut pas cohabiter avec A dans le même aquarium, donc il s'agit d'une arête. Donc il s'agit bien d'un graphe non orienté. Donc on va représenter les liens par des arêtes. Donc on va dessiner une arête qui va aller de A jusqu'à B. Une deuxième arête qui relie A à C. Et une troisième arête qui relie A à E. Voilà pour le sommet A. Pour le sommet B, on doit dessiner une arête qui lie B à A. C'est déjà fait dans l'étape précédente. Une arête qui lie B à C. Une arête qui lie B à E. Et une arête qui lie F ou bien B à F. Ça pour le sommet B. Pour le sommet C, on va dessiner une arête qui lie C à A. C'est déjà fait dans l'étape 1. Une arête qui lie C à B. On l'a fait dans l'étape 2. Une arête qui lie C à E. On va le dessiner. Et une relation, une arête qui lie C à F. Voilà pour le sommet C. Dans le tableau, on voit très bien que le sommet D n'a aucune relation avec les autres sommets. Il n'y a aucune croix dans la ligne qui concerne D. Ce qui veut dire que D sera un sommet isolé dans le graphe. Pour le sommet E, il faut dessiner une arête qui lie E à A. C'est déjà fait dans l'étape 1. Une arête qui lie E à B, on l'a fait dans l'étape 2. Une arête qui lie E à C, on l'a fait dans l'étape 3. Il nous reste une arête qui lie E à F. On va la dessiner. Ça, pour le sommet E. Pour le dernier sommet F, on doit dessiner une arête qui lie F à B, une arête qui lie F à C, et une arête qui relie F à E. C'est déjà fait. Donc voilà en quelque sorte le graphe que vous devez obtenir pour cet exercice. J'espère que c'était clair. On va passer pour continuer nos définitions par la notion de successeur. Donc, un sommet successeur d'un sommet X dans un graphe orienté ou non orienté. Donc, on va continuer nos définitions par la notion de successeur. Donc, un sommet successeur d'un sommet X dans un graphe orienté ou non orienté est un sommet Y tel que XY est une arête dans le cas d'un graphe non orienté et c'est un arc dans le cas d'un graphe orienté. On a déjà parlé de la notion de boucle. Donc, une boucle est une arête ou un arc reliant un sommet à lui-même. Un graphe orienté, un graphe en général orienté ou non,
est dit élémentaire s'il ne contient aucune boucle. On va souvent travailler dans nos exercices avec des arcs ou des graphes. On va souvent travailler dans nos exercices avec des graphes élémentaires. Une notion très importante qu'on va utiliser souvent dans nos exercices, c'est la notion de degré d'un sommet. Le degré d'un sommet est le nombre de ses successeurs. Par conséquent, le degré d'un graphe est le degré maximal de ses sommets. Si on revient à l'exercice 1 qu'on a traité, l'exercice sur les poissons, on peut dire par exemple que A est un sommet de degré 3. Donc à vous de trouver le degré du graphe. On va répondre à cette question par la suite. Une propriété très importante qu'on utilise, qu'on exploite avec les degrés d'un graphe, c'est que la somme S des degrés d'un graphe est égale à 2 fois le nombre d'arêtes A du graphe. C'est-à-dire que S est égal à 2 fois. Un exemple. Si on traite l'exemple de la figure 6 qui représente le graphe de l'exercice 1, on peut dire que A est un sommet de degré 3, B est un sommet de degré 4, C de degré 4, D c'est un sommet isolé donc de degré 0, E de degré 4 et F de degré 3. Donc la somme des degrés est égale à 3 plus 4 plus 4 plus 0 plus 4 plus 3, c'est-à-dire 18. Si on revient au graphe qu'on a dessiné dans l'exercice 1, on voit très bien qu'il y a une arête de A à B, de A à E, de A à C, 3 arêtes, de B à E, de B à C, de B à F, 3 autres arêtes, c'est-à-dire 6, de C à F et de C à E, et de E à F. Donc au total, il y a 9 arêtes dans ce graphe. Ce qui veut dire, ce qui prouve très bien que la somme des degrés 18 est égale à 2 fois le nombre d'arêtes 9. Voilà pour cette propriété. Donc on va exploiter la notion de degré des sommets pour représenter un graphe à travers une matrice qu'on appelle matrice associée à un graphe ou bien matrice d'adjacence d'un graphe. C'est quoi une matrice d'adjacence? Si on numérote les sommets d'un graphe d'ordre n, on obtient une matrice carrée d'ordre n, qu'on appelle matrice associée au graphe G, où le terme AIJ, se trouvant situé sur l'intersection de la ligne I et de la colonne J, est égal au nombre d'arêtes, ou bien au nombre d'arcs, dans le cas d'un graphe orienté, reliant les sommets I et J. Exemple, je vous demande de trouver la matrice associée au graphe de l'exercice 1. Essayez de le faire, on va le faire ensemble pour vous comparer les résultats que vous allez obtenir avec les résultats qu'on va avoir. Donc pour le graphe qu'on va considérer, on va nommer les sommets A sommet 1, B sommet 2, C sommet 3, D sommet 4, E sommet 5 et F sommet 6. Donc A n'a pas de lien avec lui-même, on va représenter ça par un 0. Elle a un lien avec B, une arête avec B, c'est un 1. Une arête avec C, pas d'arête avec D, une arête avec E et pas d'arête avec F. Ça pour le sommet A. Pour le sommet B, elle a un lien, une arête avec A, pas d'arête, pas de boucle. Une arête avec C, pas d'arête avec D, une arête pour E, une arête pour F. Pour le sommet
C, il a une arête avec A, une arête avec B, pas d'arête pour D, une arête avec E, une arête avec F. Donc il a une arête avec A, une arête avec B. Voilà. Pour le sommet C, il a une arête avec A, une arête avec B, pas de boucle, pas d'arête avec D, une arête avec E, une arête avec F. Le sommet D est un sommet isolé, ce qui veut dire que il n'est lié à aucun sommet dans le graphe. On n'aura que des zéros. Pour le sommet E, il a une arête avec A, une arête avec B, une arête avec C, pas d'arête pour D, pas de boucle, une arête avec F. Pour le dernier sommet, le sommet F, il n'a pas d'arête avec A, il a une arête avec B, une arête avec C, pas d'arête avec D, une arête avec E, et pas de boucle. Voilà la matrice que vous devez obtenir. Vous voyez très bien qu'il s'agit d'une matrice carrée. La première remarque qu'on peut faire, c'est que dans le cas d'un graphe non orienté, cette matrice est symétrique par rapport à la diagonale principale. Celle d'un graphe orienté n'est pas généralement une matrice symétrique. Une deuxième remarque, c'est que si on numérote les sommets d'un graphe d'ordre n, on a le droit de choisir n'importe quelle numérotation. En d'autres termes, ce que j'appelle moi le sommet numéro 1, vous pouvez l'appeler par exemple, pour votre cas, sommet numéro 2, 3, 4, etc. Et ainsi de suite pour les autres sommets. Ce qui veut dire que la matrice associée à un graphe n'est pas unique. Chacun peut trouver une matrice différente de l'autre. Voilà. La notion de chaîne eulérienne et de cycle eulérien. Donc une chaîne est eulérienne lorsqu'il contient une seule fois chaque arête du graphe. Ceci provient du problème des ponts de la ville de Königsberg. Alors, lorsque Euler a essayé de résoudre le problème célèbre des 7 ponts, il a essayé de trouver une chaîne qui relie les sommets ou bien les quartiers de la ville, et il a essayé de trouver une solution pour le problème du fait qu'on voulait passer ou visiter tous les quartiers de la ville en passant une seule fois par chaque pont. Donc Euler, il a défini la notion de chaîne eulérienne, c'est-à-dire une chaîne qui contient une seule fois chaque arête du graphe. Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne fermée, c'est-à-dire qu'on part d'un sommet et on revient à ce sommet en utilisant toutes les arêtes du graphe. Un graphe est dit eulérien s'il possède au moins un cycle eulérien. Dans l'exemple ci-contre, on peut dire que la liste 2, 1, 6, 5, 2, 3, 5, 4, 3, en parlant de sommet, ou A, B, H, D, C, F, G, E, si on parle d'arête, est une chaîne eulérienne. Ce graphe ne contient aucun cycle eulérien, ce n'est pas un graphe eulérien. La notion de chaîne hamiltonienne ou cycle hamiltonien. Un graphe hamiltonien est un graphe possédant au moins un cycle appelé cycle hamiltonien. C'est un cycle passant par tous les sommets une fois et une seule. Voilà. La notion de graphe connexe. Donc, un graphe est dit connexe lorsqu'il existe une chaîne reliant deux sommets quelconques du graphe.
En d'autres termes, il n'y a pas de groupe de sommets isolés. Soit un sommet, soit plusieurs sommets, soit des groupes de sommets isolés. S'il n'y a pas des groupes de sommets isolés, on aura un graphe connexe. Par exemple, si on regarde le graphe GA, les sommets, donc on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre sommet du graphe, il y a une chaîne. Par exemple, si on veut aller de A à B, on peut emprunter la chaîne ACB, par exemple. Pour aller de A à C, c'est l'arête AC, c'est la chaîne AC. Pour aller à D, c'est ACBD. Et de même pour les autres sommets. Donc on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre sommet du graphe en utilisant une chaîne. Pour G2, on voit très bien que, par exemple, on ne peut pas aller de A à B. On voit très bien que A et C d'une part, et B et D d'autre part, sont des groupes de sommets isolés. Ce n'est pas un graphe connexe. Donc le théorème d'Euler dit que pour qu'un graphe connexe G admette un cycle eulerien, il suffit que tous les sommets de G soient de degré pair. D'autres termes, si tous les sommets d'un graphe sont de degré pair, on peut dire que ce graphe admet un cycle eulerien et c'est un graphe eulerien. Reste à trouver cette chaîne et ce cycle. Pour qu'un graphe G admette une chaîne eulerienne d'extrémité A et B, il suffit que les sommets A et B soient les seuls sommets de G de degré impair. Exemple, si on regarde les deux graphes G1 et G2, on voit très bien que tous les sommets de G1 sont de degré pair. Donc 1 de degré 2, 2 de degré 4, 3 de degré 2 et 4 de degré 4 et 5 de degré 2. Ce qui veut dire que G1 admet un cycle eulerien. Par exemple, la liste 1, 4, 5, 2, 4, 3, 2 et 1. Pour le graphe G2, vous pouvez remarquer que seuls les sommets 1 et 2 sont de degré impair. 1 de degré 3, 2 de degré 2, 3 de degré 2, 4 de degré 4 et 5 de degré 3. Donc seuls les sommets 1 et 5 sont de degré impair. Donc d'après le théorème d'Euler, il existe une chaîne eulerienne reliant 1 à 5. Par exemple, la chaîne 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 5. Voilà. Donc, on passe à un exercice dans lequel on va mettre en pratique ce théorème. Exercice 2. Essayez de le faire en parallèle avec moi. Dans l'exercice 2, on demande de montrer que le graphe ci-dessous admet une chaîne eulerienne et en construire une. On voit très bien que le graphe est connexe, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un sommet quelconque du graphe à n'importe quel autre sommet via une chaîne. Et en calculant les degrés de tous les sommets du graphe, on va voir que le sommet A est de degré 3 et le sommet D également. Donc ce sont les seuls sommets du graphe de degré impair.
Essayez de le vérifier. Donc B de degré 2, C de degré 6, D de degré 3, comme on vient de dire, E de degré 2, F de degré 4, G de degré 2 et H de degré 2. Seuls A et D sont de degré impair. D'après le théorème d'Euler, le graphe admet une chaîne eulérienne d'extrémité A et D. Reste à construire cette chaîne. Donc on écrit une chaîne d'origine A et d'extrémité D. Par exemple, AFD. On lui adjoint une chaîne fermée d'origine A. Par exemple, ABCA. Puis une chaîne fermée d'origine D. DEFCD. Une autre chaîne fermée d'origine C, CGHC par exemple. Il reste à fusionner ces quatre informations. On obtient donc A, BC, GH, CAF, DEF, C et D. Il s'agit bien d'une chaîne eulérienne. Voilà, ça c'est pour l'exercice 2. J'espère que vous avez trouvé la même chose. Ou bien vous pouvez chercher d'autres chaînes eulériennes dans ce graphe. Donc on passe à la partie la plus importante de ce cours. C'est la représentation d'un graphe orienté ou non orienté en langage Python. Il existe plusieurs manières pour représenter un graphe en langage Python. Comme on a vu dans le chapitre précédent, lorsqu'on a parlé de la notion de structure de données non linéaire, c'est-à-dire les arbres, on a dit qu'on peut dire qu'un arbre est la généralisation de la notion de liste. Et on a représenté les arbres avec des listes, des tuples, des dictionnaires, des collections en général. On peut dire de la même manière qu'un graphe est le cas général d'un arbre. Ce qui veut dire qu'on peut représenter un graphe de la même manière avec des collections ou bien avec des classes en utilisant les notions de la programmation orientée objet. Une classe avec ses méthodes et ses attributs. Donc on va voir des exemples. Donc un exemple, soit le graphe G de la figure suivante. Donc vous avez un graphe non orienté constitué de 6 sommets reliés par des arêtes. On peut le représenter à travers une liste dans laquelle les éléments se trouvant un indice pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, 8 et 10 sont les sommets. Et les éléments se trouvant à l'indice impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, 9 et 11, sont des listes des sommets adjacents à chaque sommet cité. C'est-à-dire, en d'autres termes, le premier élément de cette liste G et A, c'est le sommet A. Après, on a une liste des sommets adjacents à 1, c'est-à-dire 2 et 5. Puis, il y a un autre sommet, sommet 2. Puis, une liste des sommets adjacents à 2, c'est-à-dire 1, 3 et 5. Et ainsi de suite jusqu'au dernier sommet 6, pour lequel il y a une liste qui contient le sommet 4, le seul sommet adjacent à 6. Donc on peut représenter un graphe de cette manière. On remarque que la notion d'adjacence, on la cite plusieurs fois dans cette liste. On peut choisir une autre représentation dans laquelle on ne représente la relation d'adjacence qu'une seule fois. En d'autres termes, dans cette liste, on a dit que le sommet 1 est la
le sommet 2 comme sommet adjacent. On ne va pas le répéter pour le sommet 2. Le sommet 2 et la 3 comme sommet adjacent. On ne va pas le répéter pour le sommet 3. Pour 5 et 6, vous remarquez qu'il y a des 18. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sommet adjacent. Donc ça veut dire que soit s'ils ne sont pas cités avant le sommet 5 et 6, ça veut dire qu'ils sont des sommets isolés, soit ils sont des sommets qui ont adjacents aux sommets qui sont notés précédemment. Donc on ne répète pas la notion d'adjacent deux fois. Ça, c'est une autre représentation. On peut également utiliser la matrice associée au graphe G, matrice d'adjacence, pour représenter ce graphe. Par exemple, la liste suivante, il contient pour chaque sommet 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va garder la même numérotation et on attribue à chaque sommet la liste des sommets adjacents. Par exemple, si on lit la première sous-liste 0, 1, 0, 0, 1, 0, ça concerne le sommet 1. Ça veut dire que le sommet 1, il a deux sommets adjacents qui sont 2 et 5. Ainsi de suite. On peut encore définir un graphe sous forme d'un dictionnaire. En exploitant la première définition qu'on a vue, ce sera beaucoup mieux d'utiliser un dictionnaire où les clés sont les sommets. C'est très bien que les numéros de sommet ne sont pas répétitifs, donc ça coïncide avec la notion de clé pour un dictionnaire. On ne peut pas répéter les clés d'un dictionnaire. On peut répéter les valeurs sans problème. Et pour chaque sommet, pour chaque clé, la valeur associée, c'est une liste qui contient l'ensemble des sommets adjacents à ce sommet. Voilà. On peut utiliser également la notion de programmation orientée objet. Il y a plusieurs façons. Généralement, comme ce qu'on a dit pour les arbres, un problème qui traite les graphes, ça commence obligatoirement par vous donner la manière de représentation de ce graphe en Python, bien dans n'importe quel langage qu'on va utiliser. Voilà pour la représentation des graphes en langage Python. D'autres représentations sont également possibles. On va passer à une notion également très importante, c'est la notion des algorithmes de base sur les graphes. Il y a généralement deux types d'algorithmes de base. Premièrement, le parcours d'un graphe, comment on va parcourir tous les sommets du graphe à partir d'une définition qu'on a donnée dans la section précédente. Et dans ce cas, on parle de parcours en profondeur d'abord, depth first search, ou bien parcours en largeur d'abord, breadth first search. On va voir la différence entre les deux. Mais avant de faire ça, on rappelle que le parcours d'un graphe consiste à explorer tous les sommets du graphe à partir d'un sommet initial qu'on va donner. Il peut se faire en se basant sur deux techniques, les techniques qu'on vient de citer en profondeur, en largeur, comme ce qu'on a vu pour les arbres. Pour le parcours en profondeur, depth first search, le principe consiste à exploiter soit la notion de récursivité, soit la notion de pile. Comment il fonctionne cet algorithme? On commence avec un nœud donné. Ça veut dire que n'importe quel algorithme qu'on va implémenter, il commence par la donnée de deux informations en entrée. Là, le graphe G et un sommet de départ. Pour faire un parcours en profondeur, on commence avec un nœud donné et on explore chaque branche complètement avant de passer à la suivante. Autrement dit, on commence d'abord par aller le plus profond possible. C'est-à-dire, on prend un sommet de départ
On parcourt ce sommet, puis on prend le premier sommet adjacent à ce sommet, on le parcourt, puis on prend le premier sommet adjacent à ce deuxième sommet, on fait le parcours, ainsi de suite. Exemple. Essayons de faire le parcours en profondeur du graphe suivant. Ce graphe, on va le définir avec le dictionnaire suivant de cette manière. Donc, pour faire le parcours de ce graphe représenté par son dictionnaire ou bien sa matrice d'adjacence, à partir du sommet G, ce qu'on va faire, on va noter le sommet de départ, c'est-à-dire G, et soit dans la matrice d'adjacence ou bien dans le dictionnaire, on va remarquer que G, il possède 3 sommets adjacents qui sont E, F et H. On va parcourir le premier sommet, c'est-à-dire E, voilà, et on va interrompre le parcours de E, de G, pardon. On va aller à E. Le sommet E possède 4 sommets adjacents, qui sont B, D, F et G. On va faire le parcours de B, puis on va interrompre le parcours de E. On va aller à B. B possède 3 sommets adjacents qui sont A, D et E. On va faire le parcours de A, puis on va interrompre le parcours de B. Et on va aller à A. A possède 2 sommets adjacents qui sont B qui est déjà parcouru, voilà, et le sommet C. Donc on va faire le parcours de C, et de cette façon, on a parcouru entièrement le sommet A. On ne va plus revenir à A. On revient au sommet, on revient en arrière, c'est-à-dire au sommet B. On a déjà parcouru A, on va parcourir le sommet D. Et on va interrompre le parcours de B. On revient en arrière, on revient à E. On a déjà parcouru A, on a déjà parcouru D, c'est le dernier sommet qu'on a parcouru. On va parcourir le sommet F. Et on va interrompre le parcours de E. Et on revient en arrière, on revient au sommet G. On a déjà parcouru F, il nous reste le sommet H. Donc on va parcourir H. Voilà. Ça veut dire qu'on a parcouru entièrement le sommet G. Et on va arrêter ici parce qu'on a parcouru tous les sommets du graphe. Donc, en profondeur, vous devez obtenir à partir de G, avec cette représentation, la liste G, E, B, A, C, D, F et H. Voilà. J'espère que c'était clair. Vous pouvez refaire cet algorithme à partir de n'importe quel sommet pour vous entraîner, pour comprendre son fonctionnement avant de passer à l'implémentation.
Donc pour implémenter l'algorithme de parcours en profondeur d'une manière récursive, on va prendre comme paramètre d'une fonction, donc on va utiliser une fonction parcours profondeur récursif qui va accepter comme paramètre un graphe G défini soit par sa matrice d'adjacence, soit par un dictionnaire, comme l'exemple qu'on vient de traiter, un node de départ et une liste. Vous avez le choix, on a choisi d'ajouter ce paramètre parmi les paramètres de la fonction. Vous pouvez le déclarer comme variable globale et l'utiliser à l'intérieur de la fonction. On a fait le choix de l'utiliser comme paramètre, comme ça on n'aura pas à copier la fonction et les variables qui sont définies à l'extérieur de cette fonction. Donc, c'est une liste qui va contenir la liste des nœuds visités. On a appelé visited. Elle a comme valeur par défaut la valeur none. Donc, premier test à faire, il faut voir est-ce que la liste visited est créée. Le fait d'avoir visited égale none, ça veut dire que c'est une donnée qui n'est pas créée en mémoire. Donc, premier test, si la liste visited is none, on crée cette liste qui contient la liste vide. On n'a pas encore fait le parcours. Ensuite, si le nœud de départ n'a pas été encore visité, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans la liste des nœuds visités, ce qui sera vrai. Donc le premier test qu'on a écrit, if visited is none, on crée la liste vide, ça sera vérifié uniquement dans le premier appel de la fonction parcours profondeur récursif. Après, on aura toujours ce test qui ne sera pas vérifié. On a dit, si if node not in visit, si le nœud n'a pas encore visité, on l'ajoute à la liste des nœuds visités. On rappelle que cette fonction qu'on est en train d'implémenter, va renvoyer une liste. C'est la liste des nœuds parcourus. Ensuite, on crée une liste de tous les nœuds du graphe G qui ne sont pas encore visités à travers une liste en compréhension. Donc cette liste elle contient toutes les valeurs de n. Pour n, une graphe de nodes, toutes les valeurs de n des nœuds adjacents au nœud n, si n ne se trouve pas dans les nœuds visités. Voilà. Ensuite, pour chaque nœud dans cette liste des nœuds non encore visités, on va faire un appel récursif à la fonction parcours profondeur récursive en donnant comme paramètre le graphe qu'on est en train de traiter et le nœud node qui n'a pas encore été visité et la liste des nœuds visités qui contient un seul nœud dans le premier parcours de cette fonction. Il contient par exemple le nœud G. Donc on va faire cet appel plusieurs fois et une fois on va terminer cette boucle. Il s'agit d'une boucle dans laquelle il y a un appel récursif. Donc une fois on va terminer cette boucle, on aura une liste visitée qui contient tous les nœuds du graphe. On va retourner cette liste. Par exemple, si on crée le graphe de l'exemple précédent, on va le faire de la même manière, à travers un dictionnaire, on va garder la même représentation. Donc en définissant un dictionnaire, si on fait appel, voilà, on va définir ce graphe tout d'abord.
Voilà. Ben, on va essayer d'imprimer à l'écran la valeur retournée par la fonction parcours profondeur récursive. En lui donnant comme paramètre le graphe G, un nœud de départ, on va garder le même nœud pour comparer avec ce qu'on a vu dans l'exemple, le nœud G. Et la liste visite, c'est une liste qui a une valeur par défaut qui sera créée automatiquement. On n'aura pas besoin de la donner. On peut utiliser cette fonction et ce paramètre visite si on veut faire une simulation du parcours d'une partie du graphe, c'est-à-dire on peut créer une liste qui contient quelques sommets du graphe et voir le comportement de cette fonction pour les autres sommets. Donc ici, on n'a pas besoin du troisième paramètre, il sera créé automatiquement. Donc vous voyez très bien qu'on obtient la même chose, c'est la liste G, E, B, A, C, D, F et H. Voilà, pour cette fonction. Le principe pour le parcours en largeur, c'est qu'on commence avec un nœud donné et on explore chacun de ces nœuds adjacents, puis on réitère sur les nœuds adjacents. À titre d'analogie, dans le cas d'un site web par exemple, pour parcourir toutes les pages d'un site, bien sûr les pages HTML ou des pages web sont les sommets du graphe. Et un lien entre deux pages est une arête entre ces deux sommets. Dans le parcours en largeur, on utilise une file. On enfile les sommets, le sommet de départ, on visite la page d'accueil du site, puis on visite les voisins de la tête de file, c'est-à-dire les pages ciblées par la page de tête de file, toutes les pages qui sont reliées directement par la page d'accueil. On les enfile en les numérotant au fur et à mesure de leur découverte. S'ils ne sont pas déjà présents dans la file, ils n'est déjà passé dans la file. Et on défile, c'est-à-dire on supprime la tête de file, c'est-à-dire la page d'accueil. Et on recommence au point 2 pour chaque page reliée à la page d'accueil. En d'autres termes, on traite toujours en priorité les liens des pages le plus tôt découvertes. Exemple, si on revient au graphe précédent, le parcours en largeur à partir du sommet B, ça va donner quoi? Donc on va essayer de faire le parcours en largeur de ce graphe à partir du sommet B. Donc, première chose à faire, c'est d'inscrire le sommet de départ, c'est-à-dire le sommet B. Ensuite, dans le graphe et dans l'ordre, il faut voir les sommets adjacents au sommet B, qui sont dans ce cas A, D et E. Donc il faut inscrire ces sommets dans l'ordre. Ce sont les sommets suivants. Donc A, D et E. Par la suite, donc ça veut dire que on considère que le sommet B est déjà parcouru. Le sommet B peut être barré. Il a déjà été parcouru. Donc pour chaque sommet adjacent à B, c'est-à-dire A, D et E, on va parcourir dans l'ordre leurs sommets adjacents. Les sommets adjacents à A sont les sommets B, qui est déjà parcouru, et le sommet C. Donc c'est le prochain sommet à parcourir. Ça veut dire que le sommet A été entièrement parcouru. Donc il faut barrer le sommet A. Le prochain sommet adjacent à B, c'est D. Ces sommets adjacents sont B et C et E
qui sont déjà parcourus. Donc on peut considérer que D est déjà parcouru. Donc on va barrer le sommet D. Prochain sommet adjacent à B, c'est le sommet E. Le sommet E, ces sommets adjacents sont B et D qui sont déjà parcourus et F et G qu'on va parcourir. Ce sont les sommets prochains à traiter. On va ajouter F et G. Voilà. On a traité le sommet B avec ses sommets adjacents. Maintenant, on va passer au sommet A. Les sommets adjacents à A sont B et C. On va parcourir ces sommets adjacents. Les sommets adjacents à B sont déjà traités. Les sommets adjacents à C sont A et D qui sont déjà parcourus. Donc, on va pouvoir barrer le sommet C. Il est parcouru avec ses sommets adjacents. On peut l'encadrer également. Voilà. Ensuite, le prochain sommet est le sommet D. Les sommets adjacents à D sont B, C et E. Le sommet B est déjà parcouru avec ses sommets adjacents et les sommets adjacents de ces sommets adjacents. Le sommet C également, on vient de le faire. Le sommet E. Les sommets adjacents à E sont B, D, F et G. Les sommets adjacents à B sont déjà parcourus. Donc on a déjà parcouru B avec ses sommets adjacents. On a déjà parcouru D avec ses sommets adjacents. Les sommets adjacents à F sont E et G qui sont déjà parcourus. Donc on peut dire que F est déjà parcouru. Donc on va barrer le sommet F. Les sommets adjacents à G sont E, F et H. E et F sont déjà parcourus, mais H, on ne l'a pas encore parcouru. C'est le sommet suivant, c'est le dernier sommet à parcourir dans ce graphe. Et par la suite, on peut dire que le sommet E il a entièrement été parcouru et le sommet G également. Voilà, on va pouvoir barrer le sommet E et le sommet G. Et bien sûr, le sommet H parce qu'on vient de le parcourir. Voilà, on obtient la chaîne BADE-CFGH, qui est la chaîne qu'on va obtenir dans le cas d'un parcours en largeur, à partir de B, bien sûr. Voilà. J'espère que c'était clair. Vous pouvez répéter cet algorithme plusieurs fois afin de le comprendre. On va passer à son implémentation en langage Python. Donc, pour implémenter cet algorithme de parcours en largeur, on va définir une fonction parcours en largeur qui accepte comme paramètre un graphe G, toujours défini par soit sa matrice d'adjacence, soit un dictionnaire, et un sommet S de départ. Première chose à faire, on va créer une file qui contient le sommet de départ. Puis, on va créer une liste D qui contient les sommets qui sont visités. Donc, c'est une liste qui contient le premier sommet, c'est-à-dire le sommet S. Et tant que la file n'est pas vide, ce qu'on va faire, on va extraire, on va enfiler la file, c'est-à-dire on va extraire le premier sommet, c'est le sommet
qui se trouve un indice 0. Ben là, on peut soit l'afficher, soit de la même manière que l'exercice de parcours en profondeur, on peut créer une liste qui contient ces éléments. Ensuite, pour chaque sommet E adjacent au sommet qui a été enfilé, si E n'a pas encore été visité, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas dans D, on va l'ajouter à D et on va l'ajouter à la pile. Voilà. On va refaire ça pour chaque sommet adjacent au sommet qui a été enfilé. Et on recommence jusqu'à ce qu'on ait une file vide. C'est le fonctionnement de l'algorithme de parcours en large. On voit très bien qu'on enfile un sommet, on le traite, puis on traite ces sommets adjacents, un par un. Puis on recommence, on enfile le sommet de la tête de la file, on le traite et on recommence pour les sommets adjacents à ce sommet qui ne sont pas encore traités. Et ainsi de suite. Voilà pour l'implémentation de l'algorithme de parcours en largeur. Un des algorithmes les plus importants, les plus utilisés dans la théorie des graphes est celui du calcul du plus court chemin entre deux sommets dans un graphe pondéré. C'est l'algorithme de Dijkstra. L'objectif, c'est de calculer dans un graphe orienté ou non orienté pondéré le plus court chemin, la plus courte chaîne reliant deux sommets de ce graphe. Par exemple, si on prend ce graphe constitué de 6 sommets numérotés de A jusqu'à F, il s'agit d'un graphe non orienté pondéré, on essaie de trouver une plus courte chaîne reliant les sommets A et B. Donc, pour trouver le plus court chemin de A à B, à travers l'algorithme de Dijkstra, première chose à faire, on trace un tableau qui contient une ligne pour chaque étape, chaque sommet. Donc une première colonne qui contient les numéros des étapes, une deuxième colonne qui contient le sommet de départ, et on a une colonne qui contient le sommet d'arrivée, c'est-à-dire le sommet B, et entre les deux, vous avez le choix de disposer d'organiser les sommets comme vous voulez. Une autre colonne qui contient le sommet sélectionné à chaque étape. Et une dernière qui contient le poids définitif attribué à ce sommet. Donc la première étape consiste à faire quoi? On attribue la valeur 0, le poids 0 au sommet de départ, c'est-à-dire le sommet A, et le poids infini à tous les autres sommets. Une fois on a fait ça, on se demande quel est le sommet de poids le plus faible. C'est bien évidemment le sommet A. Et les deux poids 0, c'est son poids définitif. Ça, c'est l'étape 1. Par la suite, dans l'étape 2, on va mettre à jour le poids de chaque sommet adjacent au sommet sélectionné, c'est-à-dire au sommet A. On a deux sommets adjacents à A, qui sont C et D. À partir de A, dans l'étape 2, et dans les étapes suivantes, on ne va plus traiter le sommet A, parce que son poids définitif a été attribué.
À partir de A, on peut aller à C avec un poids de 2, c'est le poids de l'arête reliant A à C, plus 0, le poids de A. On voit très bien que 2 est inférieur à l'infini, l'ancien poids de C. Donc on va mettre à jour le poids de C, c'est 2, et entre parenthèses, on note le sommet d'origine, c'est-à-dire A. De même, à partir de A, on peut aller à D, avec un poids de 1, c'est le poids de l'arête reliant A à D, plus 0, le poids de A, c'est-à-dire 1. Donc on note 1 c'est inférieur à l'infini pour le sommet D. Ça veut dire que le poids provisoire de D c'est 1. Et entre parenthèses on note le sommet d'origine, c'est-à-dire A. Pour les autres sommets, aucune modification ne sera effectuée. À la fin de cette étape, le sommet de poids le plus faible, c'est D. Ce sera le sommet sélectionné. Son poids définitif, c'est 1. Donc, dans les prochaines étapes, on ne va plus traiter le sommet D. Son poids définitif a été attribué. Pour tous les sommets adjacents à D, sauf les sommets qui ont été déjà traités, c'est-à-dire, dans ce cas, le sommet A. Donc, on a deux sommets adjacents à D, qui sont B et E. Donc, à l'étape 3, le poids de B, à partir de D, c'est 5, le poids de l'arête reliant D à B, plus 1, le poids de D, c'est-à-dire 6. 6 est inférieur au poids précédent de B, c'est-à-dire le poids infini. Donc on va noter, on va mettre à jour le poids de B, c'est 6, entre parenthèses, on note l'origine, c'est-à-dire D. Pour le sommet E, son poids provisoire, c'est 3, plus le poids de D, le poids d'origine, c'est-à-dire 1, c'est 4. C'est également inférieur à l'ancien poids de E. Donc on note, on met à jour le poids de E, c'est 4, et entre parenthèses, on note le sommet d'origine. Ça c'est l'étape 3, donc à la fin de cette étape, on voit très bien que le poids de C, on rappelle que le poids de C n'a pas été modifié parce que C n'est pas un sommet adjacent à D. Donc on voit très bien que C est le sommet de poids le plus faible. Ce sera le sommet sélectionné avec un poids de 2. Dans les prochaines étapes, on ne va plus travailler avec, on ne va plus traiter le sommet C. Les sommets adjacents à C, qui ne sont pas encore traités, sont les sommets B et F. Donc à partir de C, on peut aller à B avec un poids de 4, le poids de l'arête reliant B à C, plus 2, le poids de C, c'est-à-dire 6. 6, c'est le même poids, c'est le même ancien poids de B. Vous avez le choix. Dans l'algorithme de base, vous avez le choix soit de modifier, on va garder le même poids bien sûr, mais on va modifier le point d'origine, c'est-à-dire au lieu de D, on aura C, soit de ne rien modifier. C'est ce qu'on va choisir. Ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas de sens de modifier le point d'origine. C'est comme si on est dans un point géographique et on veut aller à un autre point, et on a deux routes de même distance. Donc vous avez le choix. Voilà. Donc on ne va pas modifier le poids de B. Le deuxième sommet adjacent à C est le sommet F. Donc son poids provisoire, c'est 2, le poids de l'arête reliant F à C, plus 2, le poids de C, c'est-à-dire 4. Et 4 est inférieur à l'infini. Donc on va modifier le poids de F, on va écrire 4, et entre parenthèses, le sommet d'origine, c'est-à-dire C. Le poids de E ne sera pas modifié.
À la fin de l'étape 4, le sommet de poids le plus faible. On a deux sommets qui ont un poids plus faible, c'est E et F. Vous avez le choix de choisir n'importe quel sommet. Le résultat à la fin du compte sera le même. Donc on va prendre par exemple E comme sommet. Sélectionner. Donc les prochaines étapes, on ne va plus travailler avec E. Si on prend E, le seul sommet qui n'a pas été traité, qui est adjacent à E, c'est le sommet F. Donc son poids provisoire, c'est 2, le poids de l'arête reliant E à F, plus 4, c'est-à-dire 6, le poids de E. Ça veut dire, on va obtenir 6. Et 6 est supérieur au dernier poids calculé pour F, c'est-à-dire 4. Ça veut dire que le poids de F ne sera pas modifié. Aucune modification également pour B, parce que B n'est pas un sommet adjacent à E. Donc à la fin de l'étape 5, le sommet de poids le plus faible, c'est F, avec un poids de 4. La dernière étape, à partir de F, on peut aller à B avec un poids de 1, le poids de l'arête reliant B à F, plus 4, le poids de F, c'est-à-dire 5. Et 5 est inférieur à 6. Donc on va mettre à jour le poids provisoire de B, c'est 5, et entre parenthèses, on note le sommet d'origine, c'est-à-dire F. C'est la dernière étape, c'est le dernier sommet sélectionné, c'est le sommet d'arrivée, c'est B. Son poids définitif est 5. Maintenant qu'on a rempli le tableau et on a attribué des poids définitifs à chacun des sommets du graphe pondéré qu'on a utilisé, il reste à calculer ou bien à donner la chaîne de plus courte distance reliant A à B. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence par noter le sommet d'arrivée, c'est-à-dire B. Ensuite, à gauche de ce sommet, on va aller dans le tableau et dans la colonne de B, et on va marquer le dernier sommet sélectionné, le dernier sommet inscrit, c'est-à-dire, dans ce cas, c'est F. Donc on va écrire F à gauche de B. Dans la colonne de F, donc à gauche du sommet F, on va inscrire le dernier sommet inscrit dans la colonne de F dans le tableau qu'on a rempli, c'est-à-dire C. Donc on va écrire C à gauche de F. Dans la colonne de C, on va inscrire à côté de C, à gauche, le dernier sommet inscrit dans la colonne de C dans le tableau, c'est-à-dire A. Il se trouve que A, c'est le sommet de départ. Une fois où on arrive au sommet de départ, on arrête. La chaîne, ou le chemin le plus court menant de A à B, est le chemin allant de A à C, puis de C à F, puis de F à B. Vous pouvez récupérer la longueur de ce chemin, soit en utilisant le tableau, c'est le coût ou le poids définitif de B, c'est-à-dire 5, soit en revenant au tableau, on peut aller de A à C avec un poids de 2, de C à F avec un poids de 2, donc au total c'est 4, et de F à B avec un poids de 1, c'est-à-dire c'est 2 plus 2 plus 1, c'est 5, c'est le poids définitif de B. Donc j'espère que c'était clair. C'est l'algorithme de Dijkstra. Si c'est pas clair, je vous demande de consulter l'exercice 4 de la série de TD. Il y a une vidéo qui a été consacrée uniquement pour l'algorithme de Dijkstra. Voilà, on va passer à son implémentation en langage
Python à travers une fonction qu'on va définir. Pour implémenter l'algorithme de digextra en langage Python, on va supposer, premièrement, que le graphe G à représenter il y a sa matrice d'adjacence. On peut bien sûr utiliser d'autres représentations. Il suffit d'adapter le programme qu'on va fournir. Le sommet de départ est donné sous forme d'un entier de 0 jusqu'à n-1, avec n l'ordre du graphe traité. Le programme renvoie trois listes en sortie: la liste des sommets sélectionnés par ordre, la liste des prédécesseurs de ces sommets, c'est-à-dire les sommets qu'on a notés entre parenthèses dans le tableau qu'on a vu dans l'exemple, et la liste qui contient les poids définitifs des sommets sélectionnés. Donc pour commencer, on définit une fonction qu'on va appeler digextra qui accepte deux paramètres. Le graphe G, défini par sa matrice d'adjacence, comme on vient de dire, et le sommet S, représenté à travers un entier de 0 à n-1, avec n l'ordre du graphe. Donc, première chose à faire, on construit une liste vide qui contiendra la liste des sommets sélectionnés. Ensuite, on calcule l'ordre du graphe. C'est le nombre de lignes de la matrice d'adjacence, le nombre de colonnes de la première ligne de la matrice d'adjacence. Par la suite, il faut numéroter les sommets de 0 à n-1. Donc, on crée une liste des numéros de ces sommets. Ensuite, tous les sommets ont un poids infini. Donc on crée une liste qui contient la valeur infinie dupliquée n fois. Tous les sommets ont un poids infini, sauf le sommet de départ. Donc le poids de S, il sera modifié par la valeur 0. On va créer la liste des prédécesseurs des sommets sélectionnés. Ce sont les sommets inscrits entre parenthèses dans le tableau. Le sommet, la liste S2 contient tous les sommets du graphe. En d'autres termes, tant que S2 n'est pas vide, c'est-à-dire tant que la liste des sommets S2 n'est pas vide, on va commencer par rechercher le sommet de plus petit poids, c'est-à-dire le sommet sélectionné. C'est un algorithme classique pour la recherche de la valeur minimale dans une liste. Donc on suppose que la valeur minimale, c'est le poids du premier sommet, c'est-à-dire S2 de 0. Ensuite, on suppose que le sommet S2 de 0, c'est le sommet qui a ce poids minimal. Pour chaque sommet E de S2, si le poids de E est inférieur à 1000, ça veut dire que ce qu'on a supposé avant la boucle n'est pas correct. On va mettre à jour la valeur de 1000 avec le poids de ce sommet E et on va mettre à jour le sommet de plus petit poids, c'est-à-dire que ce sera E. On va sortir de cette boucle avec le sommet de poids le plus faible, c'est le sommet sélectionné. Qu'est-ce qu'on fait? On retire ce sommet de S2 pour dire que c'est un sommet qui a été sélectionné. On va l'ajouter à S1. Voilà. Ça veut dire que ce sommet a été sélectionné. Les prochaines étapes, c'est ce qu'on a expliqué dans l'exemple. Les prochaines étapes, on ne va plus travailler avec ce sommet. Par la suite, il faut mettre à jour le poids provisoire de tous les sommets adjacents à ce sommet qu'on vient de sélectionner. Donc,
on va créer une liste des sommets adjacents du sommet sélectionné. Donc, on crée une liste vide, et pour chaque sommet du graphe, s'il y a une arête entre ce sommet et le sommet J, c'est-à-dire entre le sommet sélectionné et le sommet J, si le poids de l'arête est différent de 0 et que J se trouve toujours dans S2, c'est-à-dire que J n'a pas encore été traité, n'a pas encore été sélectionné, on l'ajoute à la liste V. Ça veut dire qu'on sort de cette boucle avec la liste de tous les sommets adjacents au sommet sélectionné qui ne sont pas encore traités. Ça, c'est la liste de tous les voisins du sommet sélectionné qui ne sont pas encore traités. Il faut recalculer le poids des éléments de ces voisins. Donc, pour chaque sommet E dans V, si le poids du sommet sélectionné plus le poids de l'arête reliant le sommet sélectionné à E est inférieur au poids de E, il faut mettre à jour le poids de E avec la valeur, avec la somme qu'on vient de calculer, c'est-à-dire le poids du sommet plus le poids de l'arête reliant le sommet au sommet adjacent. Et bien sûr, il faut créer dans le sommet, il faut ajouter cette information dans la liste des prédécesseurs. Il faut dire que le prédécesseur de ce sommet, puisque son poids il a été changé, le sommet source, celui qu'on a écrit entre les parenthèses à chaque fois qu'on modifie le poids d'un sommet, il sera modifié. Donc le prédécesseur de E, c'est ce sommet. Ensuite, on revient à notre boucle et on traite le sommet, le prochain sommet. Tant que la liste S2 n'est pas vide, on va continuer à faire ça. On va arrêter une fois tous les sommets ont leur poids définitif attribué. Une fois on a terminé cette boucle, on va retourner à la liste. On va renvoyer la liste S1, la liste des sommets sélectionnés, la liste des prédécesseurs et la liste des poids définitifs des sommets du graphe. C'est l'algorithme de Dijkstra. Donc pour le tester, on va implémenter le graphe de l'exemple en utilisant sa matrice d'adjacence, en attribuant le poids 0 si deux sommets ne sont pas des sommets adjacents. On va attribuer 0 à l'arête qui va relier ces sommets, si cette arête n'existe pas. Et on va attribuer le poids de l'arête si l'arête existe. On va définir la matrice d'adjacence de cette manière. Voilà. On va essayer de faire ça. Sommet, sixième et dernier sommet. Voilà la matrice d'adjacence que vous devez obtenir. Puisque la fonction qu'on a implémentée envoie trois listes, on va créer trois listes L1, L2 et L3 qui vont stocker le résultat retourné par la fonction implémentée. Voilà, si on essaie de voir le contenu de L1 renvoyé par la fonction,
On voit très bien que le sommet 0, ça correspond au sommet A. Le sommet numéro 3, c'est le sommet D. Le sommet numéro 2, c'est C. Le sommet 4, c'est E. Le sommet 5, c'est F. Et le sommet numéro 1, c'est le sommet d'arrivée, c'est le sommet B. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé dans l'exemple traité dans le cours. Pour le sommet qui contient les prédécesseurs, première valeur de L2, c'est non. Donc ça correspond que A, premier sommet, n'a pas de prédécesseur. Deuxième valeur, c'est 5. C'est le prédécesseur du deuxième sommet, c'est-à-dire B. Donc c'est F. Troisième et quatrième valeurs sont des zéros. Donc ça correspond respectivement aux prédécesseurs de C et de D, c'est-à-dire A. Le numéro 3, ça correspond au prédécesseur de E, c'est-à-dire D. Et 2, c'est le prédécesseur du dernier sommet F, donc c'est C. Pour les poids, la liste L3, donc on voit très bien que A, premier sommet, est de degré 0, B de degré 5, C de degré 2, D de degré 1, E et F de degré 4. On voit très bien, il faut remarquer que les listes sont données par ordre, selon l'ordre des sommets A, B, C, D, E, F. Voilà pour cet algorithme de Dijkstra.